que ce n'est pas terminé puisqu'on va débuter la 4e et dernière partie avant, bien sûr, de mettre en valeur nos lauréats, les 51, avec la 4e thématique, pratique durable et héritage. Comment concevoir des GESI éco-responsables? Vous le savez maintenant, eh bien, plus le choix, hein, il faut en passer par là. Et avant d'accueillir les entreprises lauréates, je vais demander à Georgina Grenon, directrice Excellence environnementale de Paris 2024, de bien vouloir me rejoindre pour nous raconter comment, dès la phase de candidature de ces Jeux, eh bien, l'héritage et la durabilité ont été au cœur du projet. Georgina, il y avait un engagement pris par Paris 2024 pour avoir les Jeux les plus écologiques de l'histoire olympique, avec une empreinte carbone 2 fois moins importante qu'à Londres ou encore à Rio. Georgina, je vous laisse la scène. Merci. Et je reviens juste après avec nos lauréats. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour la séance des sports en talons. Hein, ça s'est fait. Par contre, les sports ne se fait pas qu'est debout. Donc, gardons ça en tête aussi. Exactement. Donc, je ne vais pas trop tarder. Vous avez déjà beaucoup entendu sur les Jeux aujourd'hui. Mais on voulait passer un petit moment avec vous pour déjà se dire qu'on s'était donné pour ces Jeux une ambition énorme en matière de sportifs, en matière de spectacularité, mais aussi en matière environnementale et d'héritage, bien entendu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous partage un peu les résultats. C'est une petite avant-première parce qu'on n'a pas encore publié notre rapport. On le fera avant la fin de l'année. Vous allez avoir beaucoup d'informations, beaucoup de détails. Nous sommes en train de finir parce que vous avez sûrement entendu que notre programme de Second Vie, il est encore en cours. Donc, on va ramasser toute cette information. Si on passe à la slide suivante. Mais on a déjà quelques indices à vous partager. On s'était dit que ces Jeux, il fallait les faire avec moins, et avec beaucoup moins de choses, beaucoup moins de carbone, beaucoup moins de construction, beaucoup moins de plastiques usage unique, beaucoup moins de déchets, de véhicules, beaucoup moins de carburant. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Donc, ces choses dont on vous parlait avant, on les a fait. Et on a livré toute cette magie, tous ces moments incroyables avec beaucoup moins. Et pourquoi on a pu le faire avec moins? Parce que si on l'a fait avec mieux, on a, et on verra tout à l'heure avec Enedis, on a raccordé tous les sites au réseau. Par exemple, on a utilisé les réseaux. Et c'est à plus de 98% de l'énergie dont on avait besoin, c'était de l'électricité. Et cette électricité était 100% renouvelable. Une grande première. On a mis en place un programme de circularité pour l'ensemble des actifs des Jeux. C'est-à-dire toutes ces choses que vous avez vues, on a cherché à les louer ou à faire en sorte que quelqu'un vienne les reprendre après. Et c'est pour ça qu'avant les Jeux, on avait déjà sécurisé 90% de circularité. Et là, on va les dépasser très largement. On a travaillé à éviter des déchets. Normalement, si vous êtes baladé sur nos sites, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas vraiment de déchets par terre, que les poubelles n'étaient pas pleines à craquer, parce qu'on a réduit énormément les déchets. On vous a servi de quoi manger, de quoi boire, sans pour autant générer de déchets. On a travaillé sur la nature pour la protéger, pour protéger les arbres. Aussi, on a travaillé, par exemple, à redistribuer tous les repas qui ne pouvaient pas être consommés, qui n'allaient pas être consommés. Et c'est comme ça, et c'est public déjà, 600 000 repas ont été distribués après les Jeux. Bref, je ne veux pas m'attarder énormément sur tous ces résultats, mais sachez qu'en termes d'héritage, on laisse un village, ou 2 villages d'ailleurs, le village de Meia aussi, mais les villages des athlètes, c'est un écoquartier de 52 hectares qui a été construit avec 30% de carbone en moins au mètre carré. C'est des nouvelles technologies de construction. On laisse des méthodes, des guides pour les événements à venir. On laisse aussi un coach climat pour n'importe quel événement qui souhaite comprendre ces émissions de carbone et chercher à les réduire. Il y a un outil, c'est gratuit. Il y a plus de 1300 événements qui se sont saisis déjà. On laisse la première campagne d'éco-gestes dans l'histoire des Jeux. Vous avez vu les mascottes qui se baladaient un peu partout dans Paris. D'ailleurs, ils sont encore dans les camions poubelles de la ville.
Ils vous incitent à trier, à venir avec votre gourde. Et ça a marché, parce que en fait, les gens ont retenu que ces jeux, il fallait aussi que les spectateurs jouent sa part. Et les résultats, ils ont été au rendez-vous. Donc cette campagne était extrêmement utile pour nous. On a aussi laissé 800 entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont travaillé pour nous, qui vont pouvoir prévaloir d'avoir fait des choses. Par exemple, toutes ces serviettes que vous avez vues, les athlètes qui s'essoraient après l'effort, c'était fait par une entreprise de l'économie sociale et solidaire. La laverie au village, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc des postes très exposés à la réussite des Jeux ont été pris par des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et puis, les Jeux ont laissé une scène baignable que nous allons tous profiter, mais il y a aussi la biodiversité qui en profite déjà. On a plus de 40 espèces qui sont revenues dans la Seine. Bref, je ne veux pas m'attarder. Vous allez avoir autour de 500 pages à lire. Sous les sapins, c'est Noël. Donc, vous allez pouvoir vous amuser à comprendre ça plus tard. Et si on passe à la slide suivante, on me demande souvent, vous avez fait comment pour faire tout ça? Parce qu'il y a d'autres événements à venir, parce que voilà, le sport continue, les activités continuent. Et si j'ai 10 mots pour synthétiser ce qui ont été les facteurs clés de succès pour Paris 2024 en matière environnementale, c'était le fait d'avoir une vision. Cette vision a été mise là depuis le début. Elle a été maintenue par un leadership sans faille qui n'a pas lâché, qui ne nous a pas lâchés, qui nous a encouragés, qui jusqu'au bout, il fallait être ambitieux et tenir ses objectifs avec des ressources. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux, il y a eu une direction d'excellence environnementale qui a rapporté au CEO, au PDG de Paris 2024. Il y a eu des experts dans l'équipe climat, biodiversité, économie circulaire. Donc, certes, on nous appuyait sur des consultants, mais aussi on avait dans la maison in-house des expertises. Tout ça, ça nous a aidé beaucoup à nous intégrer, à faire en sorte que la durabilité ne soit pas quelque chose à côté, mais plutôt quelque chose d'intégré avec les opérations, avec la livraison. Et c'est cette collaboration avec l'ensemble des structures Paris 2024, mais pas que, avec les territoires, avec les partenaires qui nous ont fourni les innovations nécessaires à faire différent. Parce que quand vous cherchez à réduire vos impacts, à améliorer ce que vous laissez en héritage, il faut faire différemment. Et on avait besoin de ces innovations et de l'audace de les assumer. Parce qu'il y a plein de choses qu'on a fait qui étaient des grosses premières. Si ce n'était pas une première tout court, c'était une première à cette échelle, mais c'était des grosses premières. Et un des exemples, vous les avez à l'écran, c'était la vasque. Imaginez, c'est dire que cette feu sacré qui symbolise les Jeux depuis l'Antiquité, pour nous, on l'a fait sans feu. C'était de l'eau et c'était de l'électricité 100% renouvelable. Évidemment, quand vous cherchez à changer l'énergie, les transports, la restauration, etc., quand vous cherchez à modifier le modèle des Jeux pour les rendre plus responsables, il faut être rigoureux, il faut évaluer aussi ces résultats, être conscient de ce que vous êtes en train de faire et puis ajuster les dispositifs au fur et à mesure et communiquer. Communiquer beaucoup auprès des équipes, auprès de l'écosystème et puis plus proche de l'événement auprès du public parce qu'il y avait énormément d'attentes sur ça. Donc, un dernier mot, c'est les dernières slides, et on a réfléchi aussi à quelques opportunités pour la suite, pour d'autres événements qui vont venir, pour que ce soit grand ou petit. Déjà, c'est dire qu'il faut se donner des objectifs ambitieux, mais réalistes aussi. Il ne faut pas non plus aller au-delà de ses capacités. Il faut aussi concevoir l'événement en pensant aussi à l'après. C'est cette histoire de circularité qui est si importante et pourtant tellement négligée souvent dans les événements. Constituer aussi une vraie équipe de France, c'est ça. Nous, on a eu le luxe énorme d'avoir un certain nombre d'acteurs qui nous ont proposé les meilleurs d'eux pour se surpasser, un peu à l'image des athlètes. Il faut aussi chercher à engager
engagés avant, pendant, mais après aussi. C'est le cas aujourd'hui avec toute notre action pour la seconde vie. Et puis, bien évidemment, profiter de l'événement pour transformer. C'est un peu ce que nous avons cherché avec ces Jeux. Non seulement faire un événement plus responsable, mais un événement qui va insuffler une certaine transformation, à la fois dans les métiers de sport, mais pas que. Je vous parlais construction, je vous parlais énergie, restauration, etc. On espère que ce que ces Jeux auront changé va rester. Et comme vous êtes des acteurs de ça, juste vous dire déjà merci. Merci parce que si vous êtes là, c'est que vous avez contribué à ces succès. Et tout le meilleur pour la suite, que l'esprit des Jeux continue. Merci. Merci beaucoup, Georgina Grenon. Merci et bravo aux équipes de Paris 2024 pour tout cela. Alors, vous l'avez dit, il a fallu de l'audace, il a fallu des innovations et on va écouter certaines des entreprises qui ont travaillé avec vous sur ces Jeux, mais pas que. On va accueillir maintenant Catherine Lescure pour Enedis, elle est directrice de la communication et de la RSE, Marius Amelot, président et cofondateur du Pavé, et Vincent Rimbaud, directeur général de Muto. Ils vont venir nous raconter ce qu'ils ont fait précisément lors de ces derniers grands événements. Soyez les bienvenus, tous les trois. Allez-y, prenez place. Merci d'être là. En cette fin d'après-midi, je vais vraiment finir par tomber, moi. Ne rigolez pas, pas drôle. Pas faire les bêtisiers de fin d'année. Catherine Lescure, merci beaucoup d'être avec nous. Vous représentez Enedis. Aujourd'hui, on a évoqué le rôle d'Enedis ce matin lors des championnats du monde de ski à Méribel-Courchevel. Dites-nous un petit peu quel rôle vous avez joué pour construire ces Jeux dont vient de nous parler Georgina, ces Jeux qui se voulaient plus respectueux de notre planète. Alors, on a joué un rôle un peu novateur. On parlait d'innovation à l'instant avec Georgina, à savoir que personne ne le sait, mais jusqu'à présent, quand il y avait des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques, mais plus largement des grands événements sportifs, c'est le cas de la Coupe du monde de rugby, par exemple, qu'on a accueilli en France il n'y a pas si longtemps, eh bien, par habitude, du secteur de l'événementiel, une forme de sécurité qui n'est pas une vraie sécurité. En fait, l'énergie était produite par des groupes électrogènes indépendants, donc des groupes diesel qui sont des unités autonomes qu'on utilise, nous, à Enedis, pour le réseau, en particulier quand il y a des crises et qu'il y a des pannes sur le réseau électrique, mais qui ne sont là que pour du secours. Et donc, ce qu'on a décidé avec Paris 2024, très en amont, dès le début de la candidature, et puis ensuite en allant convaincre le CIO, c'est de faire en sorte que l'ensemble des Jeux olympiques et paralympiques et de tous les sites soient raccordés au réseau public de distribution d'électricité. C'est une première et ça a très très bien fonctionné. Le réseau a été au rendez-vous. Il y a eu 0 minute de coupure sur aucun des événements. Et également sur les retransmissions télé, on y reviendra peut-être. Alors pour arriver à ça, à cette prouesse, à cette innovation, cette première, il a fallu faire des travaux, j'imagine, et des travaux qui, évidemment, ne sont pas éphémères. Exactement, donc on a fait des travaux pendant 4 ans à peu près, on a eu 800 chantiers, donc ce sont des travaux, je dirais souvent d'anticipation sur le réseau, parce qu'en fait ce réseau qu'on gère, il a une durée de vie souvent de 50, 60 ans, on gère 1,4 million de kilomètres de lignes électriques en France, donc vous voyez, c'est 35 fois le tour de la Terre, donc à certains endroits qui allaient devoir alimenter des sites événementiels, eh bien on a renforcé le réseau, on a mis en particulier près des stades une double alimentation électrique, c'est-à-dire que, par exemple, autour du Stade de France, eh bien, il y a aujourd'hui un relais qui est assuré. Si jamais il y a une défaillance sur une ligne, eh bien, l'autre ligne prend le relais, sans que c'est totalement transparent pour les clients. Et donc ça a nécessité des travaux dans la durée. Donc nos équipes se sont hyper mobilisés et d'ailleurs on est devenu supporter officiel en distribution d'électricité des Jeux, mais je dirais que notre partenariat il est arrivé finalement après qu'on ait déjà décidé d'y aller sous l'angle du métier, et c'est aussi ça qui a été un truc absolument extraordinaire dans l'entreprise, c'est le fait que ce partenariat sportif, partenariat événementiel, il soit lié
de façon aussi étroite avec notre métier, ça a créé une fierté, mais juste incroyable à l'interne, et une envie de se mobiliser pour la réussite des Jeux. Alors ces travaux, ils ont eu lieu sur le réseau, vous l'avez dit, plus ou moins proche des stades. En tout cas, certains stades, voilà, notamment le Stade de France, hein, ne va plus fonctionner de la même manière. Ce qui, vous l'avez dit, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au niveau des retransmissions télé, jusque-là, on ne faisait pas confiance au réseau. C'est plus le cas aujourd'hui. Alors, j'espère que ça va durer. Donc, pour tous les... S'il y a il y avait Laurent-Éric Lelay tout à l'heure, évidemment, pour les grands événements, on espère que dorénavant, il y a on a fait la preuve que le réseau était au rendez-vous. Et ça a très très bien marché. Donc on avait des techniciens qui étaient présents dans les installations de l'IBC, hein, au Bourget. Donc on a fait d'énormes travaux pour s'assurer de l'alimentation électrique. Mais ça a très très bien fonctionné. Donc on espère qu'on va transformer le modèle. On a reçu les équipes de Los Angeles juste après les Jeux paralympiques et les distributeurs d'électricité, parce qu'il y en a deux qui étaient présents là, qui se partagent le marché, qui est très différent du marché français, qui sont venus recueillir les témoignages de ce qu'on avait fait, puisque le CIO a décidé que désormais, la norme, ce serait de fonctionner à partir du réseau électrique et donc d'apporter une électricité bas carbone. Et je pense que c'est la preuve qu'on peut laisser quelque chose en héritage. Et donc j'espère que dorénavant, quand il y aura un concert au Stade de France ou un match de foot, eh bien, il fonctionnera à partir du réseau. En tout cas, toutes les installations sont là. Ça a coûté de l'argent à la collectivité. Donc, il faut maintenant que ce soit rentabilisé. C'est une jolie prouesse, hein, parce que je crois que le CIO n'était pas très chaud au départ, hein, pour que ces retransmissions TV passent uniquement par là. Bah oui, parce qu'on change les habitudes et que c'est quand même très organisé autour du système américain. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on n'a pas non plus la même qualité de fourniture d'électricité qu'on a en France. C'est vrai qu'on a un réseau qui fonctionne, il y a 99,99% du temps, le réseau fonctionne. Donc vous habitez, d'ailleurs, pour vous tous ici dans la salle, quand vous appuyez sur le bouton, vous vous attendez tous à ce que la lumière jaillisse. Mais c'est vrai que derrière, c'est beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir un système électrique qui est hyper performant. Mais bon, c'est la preuve que les gestionnaires de réseau américains s'intéressent au sujet. Donc c'est la preuve que on va réussir à essaimer. On avance, évidemment, et on peut peut-être citer ce chiffre, hein, ce que représente la retransmission télé dans la conso globale de Paris 2024. C'était important. Oui, c'est à peu près, travailler dessus. Effectivement, Gaëlle, c'est à peu près 25%, c'est à peu près un quart de la consommation d'énergie des Jeux. Le reste, vous imaginez, c'est l'éclairage, c'est tout ce qui peut servir en termes de numérique, etc. Mais une grosse partie de consommation d'électricité, c'est effectivement la retransmission télé, et ça a très très bien fonctionné. Et puis on a évité des millions de tonnes de carbone, hein, parce qu'on ne le sait pas, mais on ne le sait pas assez, mais à Londres par exemple, il y a eu une utilisation d'équivalent de 4,3 millions de tonnes de fuel. Donc voilà, c'est des choses qu'on a évitées avec les Jeux de Paris 2024. Donc effectivement, Paris 2024 a été quand même très convaincu, très à nos côtés pour faire ce travail de conviction auprès du CIO. Mais on voit qu'avec beaucoup de détermination, on peut réussir à changer les choses. Ça a fonctionné, en tout cas, vous l'avez dit. Marius Amelot, vous êtes cofondateur du Pavé, le Pavé qui est né en 2018. Rappelez-nous un peu votre champ d'action. Alors, le Pavé, c'est une start-up industrielle qui est spécialisée dans la transformation de matières issues de déchets en panneaux pour l'agencement intérieur et la construction. Donc, on a été créé en 2018. Moi, je suis architecte de formation avec un double constat. Le premier, c'est la nécessité de transitionner dans le secteur du bâtiment pour réduire son impact carbone. Et le deuxième, c'est la nécessité aussi de trouver des exutoires à tous ces déchets, notamment plastiques, qui jonchent notre nature. Et donc, on a décidé de se faire de ces deux problèmes une solution. Et on a inventé donc deux matériaux qui sont fabriqués à 100% de déchets plastiques. Donc j'en ai toujours un peu dans ma poche, j'en ai un ici. Celui-ci est fabriqué à partir de portes de frigo recyclées et d'emballages d'électroaménagers de chez Darty à 100% sans ajout de résine. Et on en a un deuxième qui a notamment été utilisé pour les Jeux, dans les projets dont je vais parler tout à l'heure, qui est fabriqué, lui, à partir de bouteilles de shampoing, de bouchons recyclés. Et en fait, ça va être tout le déchet PEHD que vous pourriez mettre dans la poubelle jaune et qu'on a pu recycler et valoriser dans ces projets. Alors justement, des panneaux
de toutes sortes. Il y en a eu pendant ces Jeux. Comment vous avez contribué ou on les trouvait où? Alors ouais, donc la société elle est très jeune, hein, en 2018, je crois que c'est le moment où on a su que les JO seraient à Paris. Nous, ce qu'on a trouvé extrêmement intéressant dès le départ, ça a été la baseline de ces JO qui étaient, si vous voulez, les plus verts de l'histoire. Et c'était le moment où on crée la société, on s'est dit, bah, il faut vraiment qu'on arrive à se brancher sur ce sujet. Et on a eu de la chance, il y avait donc un engagement et un cahier des charges qui était extrêmement ambitieux d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue environnemental, qui a amené les équipes de Bouygues, de Paris 2024, de la métropole de Paris, de la métropole du Grand Paris et de la ville de Paris, à nous contacter, à nous demander, tiens, avec vos petits panneaux, est-ce que vous pourriez faire les prochains sièges de la piscine olympique? Et donc de là a démarré une nouvelle phase de R&D. On était vraiment au début de l'aventure. Et donc ce side project nous a mené pendant presque 4 ans où on a relevé le défi de l'industrialisation de notre projet. Parce qu'il fallait inventer l'industrie capable de produire nos panneaux sans ajout de résine, 100% recyclé et recyclable. Et en parallèle, réussir à aboutir à une solution qui soit viable et scalable sur 11 000 sièges. Donc au total, ça a été 3 000 sièges qui ont été livrés pour la piscine olympique, 8 000 pour l'Arena Porte de la Chapelle. Ces différents types de déchets qui ont été utilisés pour l'Arena Porte de la Chapelle et la piscine olympique. Il y a eu toute une histoire aussi circulaire, territoriale autour de ce projet. Avec une production ici en Île-de-France. Exactement, c'est ce dont je n'ai pas parlé, mais on est donc une start-up d'Île-de-France. On a démarré à Aubervilliers. Aujourd'hui, on a une usine pilote qui nous a permis d'ailleurs de fabriquer l'ensemble de ces sièges qui est basé à Aubervilliers, en première couronne. Et donc, on a raconté une histoire qui était une histoire d'économie circulaire territoriale où les deux projets, la piscine olympique et l'Arena Porte de la Chapelle, étaient à quelques centaines de mètres de l'usine. Les plastiques pour l'Arena Porte de la Chapelle qui étaient noirs sont issus d'une collecte du SICTOM en Île-de-France. Et ça nous tenait énormément à cœur en fait, de réussir à montrer que l'économie circulaire, elle peut être industrialisée et on peut se servir d'un événement planétaire pour reconnecter aussi les utilisateurs à des choses qui sont extrêmement concrètes, à leur rue, à leurs infrastructures et puis aussi à leur propre consommation. Alors là, on a vu les sièges du CAO et de l'Arena. Vous avez aussi fourni les panneaux des podiums, hein, c'est ça? C'était vous? Oui, l'histoire s'est prolongée ensuite. On a eu la chance de fournir les panneaux qui ont été utilisés pour les podiums. Et la volonté, elle est toujours la même. C'est au niveau de notre structure, c'est d'être en mesure de proposer des matériaux qui soient 100% recyclés et recyclables, produits localement dans des conditions saines. Et en plus de donner la possibilité aux utilisateurs d'être sensibilisés et de se reconnecter aux déchets. Donc pour chaque matière, je me montrais tout à l'heure, il y a une esthétique qui correspond aux déchets initialement utilisés et qui a pu être aussi valorisé dans ces éléments iconiques qui sont les podiums. Donc on était content 2 fois, à chaque fois qu'il y a un podium, quand il y a la France sur le podium et puis quand on voyait aussi nos podiums. Alors vous l'avez dit, on voit avec ça que l'économie circulaire industrialisée est possible et qu'elle existe. Qu'est-ce qu'elle prouve aussi, cette expérience ? Je pense qu'elle prouve qu'on peut innover dans l'industrie grâce aussi à un écosystème et une volonté qui a été mise en place. Nous, on a eu la chance d'être soutenus par l'ADEME, par la BPI. On a eu la chance d'être aussi propulsé par une commande publique et un cahier des charges qui était extrêmement ambitieux, qui a permis de valoriser notre initiative et ensuite de se faire financer en parallèle. Donc notre développement, il s'est fait très très rapidement. Aujourd'hui, on a 2 usines, on a recyclé plus de 1000 tonnes de matière. On double notre chiffre d'affaires chaque année et ça a été permis vraiment, je pense, par ce partenariat public-privé avec le soutien des différentes institutions qui nous permettent encore aujourd'hui de continuer de nous développer. Une belle alliance publique-privée qu'on a vu naître ici. Vincent Rimbaud, vous êtes directeur général de Muto. Dites-nous un petit peu ce qu'est Muto et comment vous accompagnez les grands événements. Alors, Muto, c'est une solution qui développe le réemploi de tous les matériaux qui servent à fabriquer des aménagements éphémères au sens très large, donc majoritairement sur des événements. Mais ça peut être du sportif autant que du salon, du défilé de mode, du festival, du cinéma, bref, tout ce qui a vocation à générer des aménagements qui ne vont pas forcément durer dans le temps. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas forcément, mais dans un événement comme celui-là, vous avez de la signalétique, donc du plastique, vous avez du mobilier, vous avez de la décoration, du bois, du métal, des choses comme ça. Voilà, donc nous, on récupère tous ces éléments-là pour le compte des organisateurs et on les donne. L'idée du projet Muto, qui est une société à mission, c'est de faire ça de façon solidaire. Donc, c'est donner de façon 100% gratuite à des projets de l'économie sociale et solidaire, voilà, qui vont être plutôt de l'ordre de l'associatif, du caritatif, de l'humanitaire, pour des projets de réemploi divers. Voilà. Et donc, évidemment, on a bien bossé avec Paris 2024.
notamment parce qu'il y a eu une réflexion, ce qu'expliquait un petit peu Georgina en introduction, dès l'amont sur la seconde vie. Il faut savoir que tous les fournisseurs d'installations sur les sites olympiques ont dû s'engager sur 90% de solutions déjà trouvées en amont de réemploi, de seconde vie, etc. Ou de locatif, hein, c'est ce qui a été fait beaucoup. Donc nous, en fait, on a bossé sur ce delta, sur les 10% restants, on va dire. Mais évidemment, à l'échelle des Jeux Olympiques, ça représente déjà énormément de choses. Vous avez récupéré quoi, par exemple? Eh ben alors, effectivement, là, on est sur le site de la Concorde en démontage, par exemple. Donc là, ces panneaux en OSB et ces madriers en sapin, ils ont servi à protéger tous les monuments historiques de la Concorde. Donc vraiment, on coffrait complètement les statues, etc., les candélabres qu'on connaît bien à Paris, pour éviter qu'ils soient effectivement impactés pendant les sites olympiques. Donc là, on est sur plusieurs centaines de tonnes de bois rien que sur le site de la Concorde. Donc voilà, c'est des volumes qui sont importants. Alors là, c'est une petite photo on était en montage là sur la Concorde justement. Donc on voit pas forcément ce que je vous raconte là, puisqu'en l'occurrence tout ça c'est du locatif, mais c'est un bon exemple. En l'occurrence, nous on a beaucoup travaillé avec GL Event forcément, chez qui on se trouve aujourd'hui, sur les JO, et il y a eu énormément d'éléments qui ont été montés et démontés, donc de l'ordre du locatif. Donc c'était pour le coup de l'éphémère, mais qui ne générait pas de déchets. Il y a aussi beaucoup de sites existants qui ont été utilisés, comme vous le savez. Donc finalement, à l'échelle des Jeux, il y a eu en fait assez peu de déchets. Mais ce résidu, considérant le volume que représente une organisation comme ça, voilà, nécessitait un filet de sécurité. N'a pas été perdu. Et donc ces planches de bois là qui coffraient, vous savez ce qu'elles sont devenues? Ce qu'elles vont devenir ou pas encore? Alors pas encore, moi je peux vous dire qui en fait les a récupérés, mais c'est plusieurs dizaines d'associations qui ont récupéré ces plusieurs centaines de... Donc voilà, aujourd'hui difficile d'isoler forcément. Un exemple, ce qui est sûr, c'est qu'on a bossé avec une association, en l'occurrence qui développe l'inclusion par le sport, et en l'occurrence le skateboard, parce qu'on a essayé de créer un petit lien aussi avec la thématique des sites sur la Concorde. Voilà. Depuis ce matin, on a beaucoup parlé de fierté, vous l'avez dit un petit peu Catherine, d'avoir participé d'une manière ou d'une autre, de façon résiduelle ou vraiment à grande échelle, à ces Jeux. Dans les équipes, ça a changé quelque chose d'avoir mis sa patte sur ces Jeux, au-delà du partenariat dont vous parliez tout à l'heure? En tout cas, chez nous, alors je le disais, hein, c'est vrai que comme on a beaucoup lié notre activité de gestionnaire du réseau et ce défi de brancher l'ensemble des sites au réseau, ça a créé énormément de fierté, une mobilisation. On a 40 000 salariés, Enidis, on a mesuré, parce qu'on a un baromètre annuel qui nous permet de voir l'engouement qu'il y avait autour des Jeux, et donc ça s'est monté progressivement. On a mesuré après les Jeux auprès de l'ensemble des salariés, et c'est incroyable, on a 77% de nos salariés qui disent qu'ils sont fiers d'avoir participé à cette aventure extraordinaire. Ils sont 95% à dire que les Jeux sont réussis. Donc voilà, ça vous nous ça amènerez amène... les 5% restants, hein. On veut les oui, voir, hein. Bien évidemment, mais bon, ça, je pense que c'est les irréductibles pour lesquels on n'arrivera jamais à rien faire. Et ils ont compris ce qu'on faisait autour de ce partenariat. Donc ça, c'est une belle victoire. Et puis, parce que sur les 40 000, il y en a quelques milliers qui ont contribué directement. Donc ça, c'est assez formidable. Et puis, il y a tout le sujet de l'innovation. On a, par exemple, mis en place des bornes événementielles, on appelle ça des bornes électriques événementielles, qui sont installées notamment place de la Concorde et au Trocadéro, qui sont des bornes où il n'y a pas de clients. Hein. D'habitude, c'est juste des endroits où la plupart du temps, il y a juste de la circulation. Et en fait, il y a quand même assez régulièrement des défilés de mode, malgré tout, quelques événements, le feu d'artifice, des choses comme ça. Et donc ces bornes, ce sont des bornes électriques qui se soulèvent de terre et qui permettent de venir se brancher directement au réseau. Donc là, on est très fiers d'avoir poussé aussi cette innovation avec Paris 2024. Marius, dites-nous ce que les Jeux ont changé pour vous. Pour nous, les Jeux, ça a vraiment été une boussole dès le début. Je pense que la majorité des startups se projettent sur un horizon de temps assez court, 3 mois, 6 mois. Là, il a fallu imaginer ce que serait la société en 2024. Ça a été aussi un élément fédérateur pour l'ensemble de notre écosystème. Ça nous a permis de vraiment accélérer sur le développement des sièges, mais aussi sur le développement de notre solution de manière plus large. Et puis un vecteur de fierté, forcément, on était extrêmement contents et ça a porté l'équipe. Et puis aujourd'hui, on voit que tout ça, ça se prolonge. On a mis en place une capacité industrielle capable de livrer les sièges. Aujourd'hui, on a ouvert une deuxième usine qui est 4 fois plus grosse et dont la capacité est également saturée. Aujourd'hui, on est distribué partout en France.
ces sièges qui ont été co-conçus avec un autre industriel français, Master Industrie. Donc on en avait produit 11 000. Là aujourd'hui on en a plus de 30 000 qui sont en qualification sur les 2 prochaines années. Donc on voit que voilà, tout ça fait effet boule de neige, et puis ça a aussi ouvert la société à une nouvelle étape. Je parlais beaucoup de territoire tout à l'heure, mais depuis les Jeux, on est aussi beaucoup approché par les États-Unis notamment et d'autres pays pour pouvoir répliquer ce qu'on a pu faire ici ailleurs dans le monde. Donc c'est une super nouvelle. Un super projet, effectivement. Vincent Rimbaud, il y a quand même eu quelques limites, quelques obstacles, quelques contraintes rencontrées par Muto. Comment faire pour que ça change et que finalement votre approche soit un peu plus facile, je dirais? Eh ben, justement, les Jeux Olympiques, ça a vraiment débloqué quelque chose. Il faut savoir que le secteur événementiel est construit de façon très linéaire. On fabrique des aménagements qui n'ont pas forcément vocation à durer, qu'on jette dans la foulée, on rachète neuf ensuite, on reproduit, etc. de la décoration qui va durer parfois quelques jours, parfois quelques heures, parfois quelques minutes. Et donc, il y a une vraie problématique de durabilité de la matière qui est aujourd'hui de plus en plus rare, qui coûte cher, etc. Et surtout de volumétrie de déchets derrière. Donc les Jeux Olympiques ont montré qu'on pouvait le faire, et à une échelle qui est évidemment incomparable. Et donc en fait, on pense vraiment, je ne suis pas le seul, je ne parle pas que du coup de projecteur qui a eu lieu sur Muto, mais on est beaucoup d'acteurs à penser qu'on a cranté. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus revenir en arrière, en tout cas, on ne peut plus dire que ce n'est pas possible de le faire, puisque les Jeux Olympiques ont montré sur un projet qui est tentaculaire et donc qui démontre beaucoup plus de problématiques que n'importe lequel, que c'était possible. Voilà, donc... Il y a une histoire de coût aussi, parce que j'imagine qu'on peut se dire, bon, c'est quand même plus simple, pardon, je me fais volontairement l'avocat du diable, de jeter à la poubelle plutôt que de demander à Muto, qui va forcément se rémunérer à un moment ou à un autre. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une grosse problématique aujourd'hui. Le déchet événementiel représente en fait assez peu de choses. C'est entre 100 et 200 000 tonnes par an en France versus 80 millions sur le BTP. Donc en fait, le volume est très peu important. En revanche, la durabilité fait que, en fait, quand on fait une analyse de cycle de vie, on se rend compte que ces 100 à 200 000 tonnes sont très problématiques. Du coup, il n'y a pas forcément encore de prise de conscience, les pouvoirs publics n'ont pas encore mis le doigt là-dessus, il n'y a pas de principe de pollueur-payeur, il n'y a pas de contrainte, en fait, on va dire juridico-légale à produire du déchet événementiel. Donc forcément, toutes les solutions qui vont vers la réduction des déchets sont toujours considérées comme trop chères, étant donné que le déchet aujourd'hui coûte assez peu de choses. Et c'est une vraie problématique structurelle, effectivement, que Paris 2024 a aussi contourné en nous donnant justement du budget pour le faire, quoi. Voilà, pour montrer l'exemple. Merci pour ces mots. Un petit mot de conclusion, Catherine, là-dessus? Oui, on sent vraiment qu'il s'est passé quelque chose dans le secteur de l'événementiel. Enfin, moi, on a pu constater là depuis 2 ans, on a de plus en plus de festivals, par exemple, qui viennent nous voir et qui nous disent on veut être accordé au réseau électrique parce que eux-mêmes ont leur bilan en carbone à réaliser. Donc, et donc on a Rock en Seine, on a Musilac à Aix-en-Provence, on a eu les championnats du monde de ski alpin il y a 2 ans. Donc oui, il s'est vraiment passé quelque chose. Maintenant, il faut, et je pense que c'est à nous tous, les acteurs à la fois de l'événementiel et plus traditionnels, de continuer à pousser pour que les choses bougent dans la durée. Eh bien, merci et bravo pour vos engagements. Ils sont lauréats du palmarès 2024. Muto, Enedis et Le Pavé. On vous retrouvera dans quelques minutes avec l'ensemble des lauréats.